Le 5 septembre, les cloches doivent retentir dans les écoles et autres établissements du Cameroun. Mais depuis la sortie du mouvement OTS, on a trop supporté. Quelques interrogations persistent. Le mouvement annonce d'ailleurs le retour de l'opération Craie morte si les engagements des pouvoirs publics ne sont pas respectés. C'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 5 septembre, sous la menace de OTS, c'est le thème du débrief de l'actualité de ce jour que vous pouvez regarder en direct sur nos différentes pages Facebook, YouTube, TikTok. Bien évidemment, il vous suffit de taper tout simplement Canal 2 International. Et le panel est déjà bien représenté sur ce plateau. Quelques modifications par rapport à l'affiche que vous avez eue sur la page de Canal 2 International pour indisponibilité de certains. Nous avons le plaisir de recevoir Raoul Lemopi-Tassé. Il est du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Lille, bonsoir à mes co-discutants de cet après-midi. Je veux dire bonsoir, n'est-ce pas, à tous les syndiqués, n'est-ce pas, du Cameroun, quel que soit le label sur lequel chaque syndicat existe, parce que ce qui est correct, c'est qu'ils ont accepté, ils ont choisi la voie de la lutte. Vous savez, quand on s'engage, n'est-ce pas, de lutter, on peut perdre la lutte, mais quand on refuse de lutter, on l'a déjà perdu. Bonsoir à tous ces combattants. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Lui, il est expert des questions de développement et d'intégration. Il est un habitué du débrief de l'actualité. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Armel Sanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, c'est Armel Sango, pas Sanga. Sango, d'accord. Sango, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Oui. Bien évidemment, je vais transmettre mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales, non seulement à mes co-panélistes, mais également à tous les téléspectateurs de Canal 2 qui nous regardent à travers le monde. Merci d'être là. Merci de votre présence. Lui également, il est expert, mais cette fois expert pour ce qu'on appelle APC, approche par compétence au Cameroun. Maurice Diongo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, c'est toujours un plaisir de venir débattre. Je fais comme ça un coucou à Tegny William, Tegny Alain Pierre, les nouveaux Tegny qui nous ont retrouvés dans le cercle très restreint des gens qui peuvent faire des choses. Merci aussi de retrouver mes jeunes collègues avec qui on va débattre de nos problèmes. D'accord, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Lui, il est enseignant du collège polyvalent bilingue du côté de Lokbaba, c'est dans le 3e arrondissement, membre du mouvement OTS. Marius Toukam Gemdjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. D'accord. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Et j'adresse ainsi mes vives salutations à tous les téléspectateurs qui nous regardent, ainsi qu'à tout le panel représenté ce soir. D'accord, je commence par vous. La rentrée scolaire est annoncée au Cameroun pour le 5 septembre 2022, mais vous avez rendu public un courrier annonçant encore une opération Craie morte. Pourquoi? Oui, nous revenons à la charge avec une grève cette année plus virulente parce que nous avons constaté que le gouvernement n'a pas pris en considération nos revendications d'une part, et d'autre part, les hautes instructions annoncées n'ont pas également été respectées par ceux qui étaient chargés de les mettre en application. D'accord. On va permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée précise de ce qui se passe dans le secteur de l'éducation avec ce reportage que nous propose Titi Freeman, justement, sur la rentrée scolaire sous la menace de OTS. On se reparle juste après. Le lundi 5 septembre 2022 est la date retenue pour la prochaine rentrée scolaire. Elle s'achèvera le 28 juillet 2023. Ce découpage est contenu dans l'arrêté conjoint des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires fixant le calendrier de l'année scolaire 2022-2023 signé ce 19 août.
Une publication détaillée de l'organisation pédagogique des enseignements dans un contexte de menace de boycott de la rentrée annoncée par les enseignants du collectif OTS. OTA, OTS, CK, ce sont des organisations patriotes. Nous ne sommes pas là pour paralyser nos pays, mais nous comptons utiliser la méthode clé morte, oui, dès la rentrée, c'est-à-dire le 5. En grève depuis l'année scolaire dernière, ces enseignants disent n'avoir toujours pas reçu de solution à leurs revendications. On constate que les hautes instructions du chef de l'État n'ont pas été réellement respectées. Pourquoi? Parce que les hautes instructions du chef de l'État nous proposaient un échéancier jusqu'en juin, c'est-à-dire le paiement des avancements et les rappels. Mais, chose curieuse, nous constatons qu'on nous prolonge jusqu'en fin 2023. Nous demandons aussi l'automatisation des actes de carrière, le recrutement massif des aides non intégrés et abandonnés en chômage. Nous demandons le statut particulier de l'enseignant. L'opération Craie morte donc, au détriment des élèves. Leur année scolaire est inquiétée. Nous avons des revendications qui sont claires. Les élèves viennent là comme on a l'habitude d'appeler les dégâts collatéraux, en fait. À 2 semaines de la reprise des cours, le spectre de la grève continue de planer dans le secteur éducatif camerounais. Merci Titi Freeman pour cet élément. Maurice, vous avez suivi. On est parti pour un autre remake le 5 septembre. Un débrayage complet. Oui, effectivement, il le faut. Puisque lorsqu'on remonte en 2018 avec le collectif des indignés, on avait parlé de 185 milliards. Seulement, c'est 2018, il y a certains collègues sortis entre 2012 et 2018 qui n'étaient pas étaient pris en charge au moment où on lance les 185 milliards. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été pris en charge. On les appelle les gens de la situation intermédiaire. Ils sont plus de 400. Et depuis, ils sont 772. Non, quand on dit qu'ils sont 700, le nombre exact. D'autres disent que c'est 400 puisque... On ne va pas faire la guerre des chiffres. Non, ce n'est pas... Il faut justifier. Parce que les gars du finance disent qu'il y a certains enseignants qui ont des bulletins nuls qu'on avait annulé leurs bulletins. Bon, on leur demande de sortir les bulletins, ils ne sortent pas. Donc, depuis, même quand on a lancé en 2024, ils ne sont pas là. Ce qui va se passer, c'est que c'est la même chose. On dit que le Marois 2000 sorti en 2021 n'est pas encore pris en charge. Donc, on reprend. Pendant ce temps, les 200 millions dont on parlait, on dit on attend. Non, il faut que la pression soit forte. La pression soit forte. Le mouvement, c'est on a trop supporté. On n'a pas dit que les anciens ont trop souffert. Parce qu'en 2010, on est parti avec les moyens du secteur social pour aller faire les grands travaux. Nous, on n'a jamais vu les grands travaux. La canne, c'est 1000 milliards. Dans les coulisses, on pense qu'on a décompté, c'est 128 milliards. La ligne 94 passe tout le jour. On voit comment la ligne 94 sort des projets. À part le grand mall que nous ne voyons aucun de ces projets-là. Donc, ce que nous demandons, les enseignants doivent mettre la pression. 60 ans que ces gars de l'ENAM gèrent le Cameroun à leur guise. Il faut que ça s'arrête. On a bien compris. Alors, Raoul, on est reparti pour une autre séquence de troubles du système éducatif annoncée pour la rentrée. Pourquoi jusqu'à présent, selon vous, les choses, le retour au devant de la scène, d'abord de OTS, avec cette rentrée qui arrive, puisqu'on avait annoncé un échelonnement de règlement des problèmes posés par OTS. Pourquoi maintenant cette sortie, selon vous? Alors, je ne veux pas faire les coups de stratégie ici, pour commencer par faire remarquer que lorsqu'on se retrouve habituellement devant des situations qui perdurent, et surtout lorsqu'on sait par exemple que les enseignants ont fait montre de leur très bonne foi en participant aux examens, en acceptant les rattrapages, en corrigeant, publiant les résultats et pour lesquels plusieurs ne sont pas encore payés qu'à présent, on peut quand même se dire que
parfois dans la lutte, il y a ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité. Et l'une de ces fenêtres d'opportunité que nous avons cette fois-ci, c'est la rentrée scolaire. On va essayer de voir, on va essayer d'évaluer, de continuer d'évaluer, n'est-ce pas, la bonne foi de ceux qui nous ont dit, nous étions très intransigeants, nous étions, n'est-ce pas, des extrémistes. Ils ont 14 jours, vous avez dit, pour justement nous restituer nos droits. C'est-à-dire payer. Ils ne payent pas. Voilà ce qui va se faire. Et surtout que, il faut qu'on le dise clairement. Parce qu'avant d'arriver dans ce studio, j'ai discuté avec un aîné qui me faisait comprendre que, voilà, on pouvait encore comprendre que la rentrée va commencer. Il faudrait d'abord que la rentrée commence, tout ça. Rappelons quand même pour la gouverne de vos téléspectateurs que les revendications tournent autour de 3 grands axes. 1, il y avait les questions d'ordre financier. 2, il y avait l'automatisation des avancements et la prise en charge des collègues. 3, il y avait la révision et la signature du statut particulier des enseignants qui sommeillent dans les coffres de la présidente de la République. Ça fait plus de 20 ans. Et à côté de cela, quand nous parlons, n'est-ce pas, des marqueurs de la mauvaise foi. Vous savez, dans les directives prescrites par le président de la République, je pense que nous avons bon moment, ça fait 6 mois aujourd'hui, il y avait l'immatriculation. Depuis février 2022. Oui, il y a l'immatriculation des collègues sortis de l'école normale supérieure. Regardons un peu. Nous sommes à 14 jours du début de la rentrée scolaire. Je pense que mon prédécesseur, le premier prend la parole, n'est-ce pas, a fait état d'un gap en termes de la quantité d'enseignants. À 14 jours de la rentrée scolaire, on n'est pas suffisamment renseigné sur la date de sortie des normaliens qui sont en cours de formation dans les différentes écoles. Première des choses. La deuxième des choses, ils ne sont pas déjà immatriculés. Je crois que cela contribue donc à mettre un peu de l'eau dans le vin, n'est-ce pas, de l'IPR. Parce que justement, ils ne sont pas immatriculés. Ils vont donc sortir, n'est-ce pas, comme des gens qui ont obtenu leur DIPES 2 pour certains, le DIPES 1, pour certains auditeurs libres. On va les reverser comme ça, là, dans la nature, et le même bal des sorciers va commencer. C'est-à-dire que, on va dire, constituer les dossiers, faites ci, faites ça, alors que si ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de donner vie ou chair aux institutions de la République, avaient pris les choses au sérieux, au moins à l'heure actuelle, les collègues qui sont dans les écoles normales supérieures devaient déjà être immatriculés. Je ne pense pas que les immatriculés posent un véritable problème. C'est qu'en vérité, Lynn, vous allez me permettre de chuter. Oui, chuter. En vérité, on veut se tromper de colère. On veut donner comme l'impression que ce sont les enseignants qui font problème. Or, dans le cas d'espèce, les enseignants ont exactement fait leur travail. C'est le camp d'en face qui fait problème. C'est à eux qu'il faut demander. On reviendra sur le camp d'en face tout à l'heure. Le temps pour moi de voir Armel. On a sur cette autre sortie du mouvement OTS 28 points d'insatisfaction mentionnés. Si on fait un rétropédalage de ce qui s'est passé première sortie, avec ce qui se passe encore aujourd'hui, ce sont d'autres revendications qui s'ajoutent à ce qu'on a eu les mois précédents. Vous comprenez ça? Effectivement. Déjà, vous faites très bien de rappeler qu'il y a déjà des revendications qui avaient été posées au mois de février, mais qui jusqu'ici, lorsqu'on fait le brainstorming, n'ont pas été du moins implémentées de la part du gouvernement. Je pense que pour comprendre le problème des enseignants aujourd'hui, il est très important de l'inscrire dans le fonctionnement normal d'un État généralement qui fonctionne à travers fondamentalement du point de vue de la sociologie politique, la bureaucratie. Et cette bureaucratie-là qui se manifeste à travers les activités de l'État qu'on peut scruter sous un angle trilogique, à savoir l'activité extractive de l'État, l'activité dispensatrice de l'État et enfin l'activité responsive de l'État. Du point de vue extractif, il faut dire que l'État généralement dans sa médiation avec ses citoyens fait ce qu'on appelle l'extraction de la ressource humaine à travers les recrutements par exemple, à travers par exemple les appels d'offres. L'État peut également extraire les ressources humaines dans son champ politique
à travers le recours aux mécanismes matériels et aux mécanismes fiscaux tels que les impôts, tels que les ressources naturelles. Donc, deuxièmement, nous avons l'activité dispensatrice, c'est-à-dire l'État est comme une entreprise qui génère de la richesse. Dans la vie et le fonctionnement de l'État, l'État génère la richesse et se doit, n'est-ce pas, de la distribuer du point de vue équitable, c'est-à-dire du point de vue neutre. On ne doit pas observer une partialité dans la redistribution des richesses de l'État parce qu'au finish, l'État appartient à tous ses citoyens. Le dernier point qu'il faut également relever pour comprendre, n'est-ce pas, cette problématique des enseignants, c'est l'activité responsive de l'État. Au moment où l'État est en train de fonctionner, il peut arriver que cet État-là tombe en crise. Un peu comme maintenant avec plusieurs crises. Comme actuellement là maintenant. Il appartient donc à cet État en crise d'apporter des réponses, d'accord, aux desiderata de sa population. Dans le cas d'espèce, et fondamentalement pour mettre l'accent sur la dernière activité qui est l'activité responsive, on constate que l'État a du mal à apporter la solution définitive à ce problème qui est déjà en train de trop durer. Cette façon de faire peut conforter l'analyse sociologique de l'État camerounais qui, du point de vue historique, semble être constant dans sa manière de résoudre les problèmes. Parce que lorsqu'on remonte l'histoire, on va se rendre compte que l'État du Cameroun n'a jamais procédé à la résolution d'un problème de manière définitive. C'est-à-dire, l'État du Cameroun privilégie ce que nous appelons généralement l'agitation de surface, le caressement des problèmes, au lieu de faire un soulèvement de profondeur qui consisterait à résoudre un problème définitivement pour l'inscrire dans une dynamique du temps long. Ce que nous observons malheureusement sur le terrain, c'est que l'État camerounais passe tout son temps à caresser les problèmes, à apporter des résolutions cosmétiques aux problèmes, d'où le sempiternel recommencement de ces revendications. On reviendra sur les mesures prises par le gouvernement au cours de cette émission. Je voudrais que Marius puisse nous dire en quelques mots ce qui est contenu dans ce mémorandum que vous avez envoyé et réitéré au Premier ministre chef du gouvernement. Quels sont les points saillants que vous avez mentionnés pour interpeller le Premier ministre dans votre mémorandum il y a quelques jours? Merci. Déjà, il faut noter que dans notre préavis de grève, nous avons en actif 28 revendications. Et parmi ces revendications, nous demandons la signature et la mise en application du statut particulier de l'enseignant qui, jusqu'ici, n'est pas mis en application. Nous demandons aussi par ailleurs l'automatisation des actes de carrière. Nous demandons aussi le paiement total de la dette des enseignants et le recrutement massif des instituteurs de l'enseignement technique qui sont formés depuis et qui sont toujours en chômage. Donc nous ne pouvons que citer cela sur les près de 28 qui sont contenus. Mais qu'en est-il de la situation qui a eu lieu avant, c'est-à-dire la première manifestation, première opération Crémote? Il y a quand même eu des dialogues, des séances d'entretien, d'échanges avec les membres du gouvernement, que ce soit le ministère du Travail, enseignement secondaire, éducation de base. Il y a eu quand même des instructions qui ont été données par le chef de l'État pour éponger un certain nombre de problèmes. Qu'en est-il exactement à ce jour? Est-ce qu'il y a des points qui ont été résolus? Si tel est le cas, puisqu'on a eu quand même les membres de l'OTS qui ont dit qu'il y a des choses qui ont avancé, mais tout le monde n'est pas satisfait. Effectivement, il y a les actes de carrière de certains qui ont abouti, mais jusqu'ici, ça reste insuffisant. Ça reste vraiment insuffisant et c'est pourquoi nous rebondissons. On peut dire de nos jours que sur peut-être 100%, pratiquement 1% a été fait. Oui. C'est pas exagéré au regard de la sortie
du porte-parole du gouvernement qui précisait justement que le chef de l'État instruit et les choses sont en train d'être faites au point où on a eu des membres du syndicat OTS, OTA et bien d'autres affirmer devant les caméras que les choses avançaient, d'où la poursuite des cours et les examens officiels qui ont suivi avec des résultats. Madame, si... Parce qu'on va vous dire 1%, c'est quand même... Sur 28 points, vous convenez avec moi que si on avait parcouru même 5%, nous ne serions pas revenir à la charge à la rentrée scolaire avec une grève. Nous pouvons dire que sur les papiers, de façon écrite, c'est effectif, mais de façon pratique, c'est pas vraiment ça. D'accord. Maurice, il y a eu ce gouvernement, après des réunions de concertation, a élaboré un chronogramme d'appurement de toute cette dette-là, la prise en charge de façon échelonnée, ça a été bien précisé, et il y avait un timing qui avait été proposé aux enseignants pour laisser que les choses puissent se réhabiliter tout seul au regard du contexte que nous traversons. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de la partie des enseignants, si on peut le dire ainsi, de comprendre que le Cameroun est en crise et il faut laisser du temps pour gérer un certain nombre de problèmes, notamment la question de ces revendications-là? Je pense que le docteur vous a bien dit qu'il y a le saupoudrage. On a fait la programmation. Bon, mais est-ce qu'on a touché les points sensibles? Ils vous ont donné 28 points par ordre de préférence. Le statut particulier. Ce statut particulier, voilà 30 ans qu'on avait promis aux enseignants. Bon, c'est programmé. Bon, il faut qu'ils programment alors. Il faut que ça entre dans le programme que, bon, tel jour, on va signer le statut particulier. On parle de l'autonomisation. Il y a une situation pratique sur le terrain quand ils parlent les enseignants de l'enseignement technique. Sorti en 2009, qu'on devait intégrer en 2019. En 2019, il y a la possibilité que si tu es venu avec le master ou la licence, on peut prendre en compte. Ceux qui n'ont pas de diplôme ont été pris en compte. Ceux qui avaient ces diplômes-là, on a pris par parcelle. Et ce qui se passe sur le terrain quand on dit autonomisation, c'est que les gens se rendent compte, vous sortez d'un même établissement, même diplôme, on met un en A1, l'autre en B2. Vous voyez? Bon, quand on vous dit, oui, on a fait le barème pour que nous tranchions, c'est Gauss. Gauss dit, quand vous avez une situation problème comme ceci, à 30% de résolution, on peut dire que vous avez fait. À 70%, les anciens peuvent laisser. Bon, ceux qui vous disent qu'on a programmé, qui nous disent sur le tas, à quel pourcentage ils sont allés. Gauss va décider. D'accord. Alors, à où on ne peut pas donner l'impression que les choses n'ont pas été faites ou les cris de ces enseignants n'ont pas été entendus, parce que je me rappelle, on était sur ce plateau toujours où on en a parlé longuement. Il y a eu des réunions. Le chef de l'État a donné des instructions. Au Premier ministère, il y a eu des réunions concernant la problématique de la situation des enseignants au Cameroun. Et il y a de communs accords, des décisions qui ont été prises. Pourquoi surgir maintenant à la veille de la rentrée scolaire et annoncer une opération crémote? N'est-ce pas là un peu du chantage de la part des enseignants? C'est considéré par certains analystes comme un petit chantage. Parce qu'il y avait quand même des accords qui ont été signés, validés entre les deux parties pour régler toutes ces revendications, avec un temps validé par les deux parties. Voilà. Vous savez, moi, je suis enseignant de philosophie. Je ne vais même pas parler de manière technique. On va parler pas terre à terre pour que tout le monde comprenne. C'est l'APC, n'est-ce pas, Oui, c'est l'APC. mon inspecteur? Il faut intégrer les solutions. Notre sœur Lille va se rendre chez une couturière, n'est-ce pas? Elle a apporté le tissu. Quel est le projet de Lille quand elle va chez le couturier? C'est que, chez la couturière, c'est que la couturière puisse lui confectionner des vêtements. Elle arrive là-bas. La couturière lui dit, bon, voilà Lille, c'est bien, tu es venu. La couturière, comme vous êtes en train de le dire, va prendre des mesures.
et va vous demander de rentrer. Quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous attendez? Dans 4 ou 5 jours, l'habit cousu, n'est-ce pas? Ce que nous sommes en train de dire ici, nous sommes en train de dire que depuis 2002, on est en train de prendre des mesures, qu'il est temps de nous remettre les habits. Est-ce que c'est dur à comprendre? Mais on a dit que le contexte actuel est assez difficile au regard de la crise sécuritaire, au regard du Covid, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays. Les caisses de l'État souffrent. Il faut bien laisser le temps pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et il y a des priorités. Ça se gère en fonction des priorités. Si on s'en tient aux sorties des ministres du Travail, de l'enseignement secondaire, éducation de base. Dans la réalité, donc, ceux qui réfléchissent donc sur ce clavier veulent très bien nous dire que, une fois que vous allez vous rendre chez votre couturière, si elle vous remet rien que le col, que quand j'ai commencé à coudre, on a volé les ciseaux. Si on vous remet, n'est-ce pas, un pied du pantalon, quand j'ai commencé à coudre, et Noé a fait le travail, vous allez rentrer chez vous asseoir tranquillement, alors que vous avez payé, vous avez tout fait, que bon, je peux prendre mon col, je rentre avec, quitte à ce que j'accroche ça au cou, c'est toujours les vêtements. Non, en vérité, les choses sont simplement dites. Voilà ce qui se passe. Vous avez, je n'aime pas tout le langage technique. C'est que, on se surprend quand même, comme a dit l'IPR, que nous tous, si nous allions travailler, on choisit de payer certains, on ne paye pas d'autres. Et après, qui gère mes factures? C'est ça toute la question. Et lorsque les enseignants disent qu'il faut prendre des mesures en amont, comme il a parlé, des solutions pérennes. Ces solutions pérennes, c'est lesquelles? Commencer à immatriculer à l'école, pour qu'on ne pose plus jamais le problème de l'intégration. Automatiser les avancements et les financements. Dégager un cadre normatif, c'est-à-dire un squelette théorique qui doit porter, n'est-ce pas, la matière école au Cameroun. C'est la révision et la signature du statut particulier des enseignants. Mais je crois quand même que c'est le minimum. Si cela est fait, Lille, si cela est fait, il faut qu'on parle en regardant ce qui nous gouverne. Si cela est fait, M. Lémon Pi peut être dans les salles de classe, il ne s'inquiète pas. J'ai eu à présenter sur ce plateau les éléments constitutifs de ce statut particulier des enseignants, qui devrait être de nature à réduire les tensions et à amenuiser, n'est-ce pas, les frustrations dans le corps des enseignants. Vous allez voir quelqu'un qui sort de l'école 4 ans après les proviseurs. Ouais, vous voyez ce que ça fait devant les gens qui sont là-bas au tableau depuis 20 ans. Vous allez voir les gens qui vont sortir. Il y a des manquements graves, manque d'enseignants sur le terrain. Dans un lycée, on a 80 vacataires, comme c'est le cas dans mon lycée, au lycée de Léon-Boisaville. Il y a des gens qui sont bien formés dans les universités, qui veulent bien présenter le concours, qui veulent être enseignants. Mais pour des raisons fallacieuses, on refuse de les recruter. Et on voulait que M. Lémon puisse se retrouver en train de faire 25 heures de cours par semaine. Je vois quand même que parfois, on ne doit pas prêter le flanc à la critique pour la critique. Il y a parfois une manière de saisir les problèmes. Lorsque un enfant prend sur lui de pleurer à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année, et que la réponse en face, c'est d'estimer que tu as trop les larmes dans tes yeux. Tu pleures sans te dire rien. C'est seulement l'eau qui coule. À un moment donné, il va poser des actes pour lesquels on ne sera pas mesure de contrôler. D'accord. Alors, Armel, la rentrée, c'est le 5 septembre. Les parents sont déjà dans les marchés, essayent plus ou moins de trouver des solutions dans un contexte assez difficile. On connaît la conjoncture économique actuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au regard de tout cet environnement, de faire comprendre aussi que l'État ne peut plus tout recruter, c'est-à-dire que prendre tout le monde, recruter tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui sortent de l'ENAM, de l'ENIED et tout, l'État n'a plus les moyens de recruter tout le monde, satisfaire tout le monde. C'est une évidence, puisque lorsque nous faisons les théories économiques de développement, on voit bel et bien que la méthode Providence, qui voudrait que l'État intervienne à 100% dans l'économie, est une méthode qui aujourd'hui a échoué. Aujourd'hui, pour que les États se développent, pour qu'un État puisse être compétitif, il faudrait qu'on instaure la méthode de l'État gendarme, où l'État est tout simplement là pour réguler.
Donc, malheureusement, dans nos États africains, nous sommes encore restés dans cette dynamique de l'État-providence parce que les présidents ou les dirigeants ont, n'est-ce pas, ce souci d'instaurer des États forts où ils vont régner, n'est-ce pas, parfois sans vision à la tête de ces États. Je pense que vous nous avez fait venir ici, c'est dans l'optique de comprendre pourquoi est-ce que le problème des enseignants n'arrive pas à trouver une solution définitive. Et pourquoi aussi ce domaine précisément? Parce que normalement, les enseignants, ce sont les seigneurs de la crèche. C'est grâce à ces enseignants que nous sommes là aujourd'hui, que vous êtes là, que nos enfants auront une éducation pour pouvoir développer le pays. Pourquoi c'est si difficile de pouvoir gérer les problèmes des enseignants et avoir une année sereine? Moi, je pense que nous sommes dans une situation de crise de l'État. Des crises de l'État où l'État n'arrive pas à remplir ses obligations et ses responsabilités. Dans ma première prise de parole, je vous ai parlé des 3 types d'activités fondamentales de l'État. On l'a compris. L'activité extractive qui consiste à recruter. L'État a eu à recruter les enseignants. Tous ces enseignants qui se plaignent aujourd'hui, l'État les a recrutés à travers les concours, à travers les recrutements, etc. Ça veut dire que quoi? En recrutant ce personnel, l'État savait comment est-ce qu'il devait faire pour payer ces personnels. Donc la situation que nous vivons aujourd'hui est plutôt la résultante de la crise de l'État qui n'arrive pas à prévoir, qui n'arrive pas à planifier, qui n'arrive pas à tenir ses engagements. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'État du Cameroun semble s'inscrire dans un système. Un système où nous avons une boîte noire qui est représentée par le gouvernement. Nous avons les inputs qui sont exprimés par les citoyens. Et en dernière position, nous avons les outputs. C'est ce système-là qui a été théorisé par David Easton et qui permet de comprendre textuellement ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les citoyens camerounais ont eu à poser des revendications à l'État qui représente la boîte noire. Le rôle de la boîte noire est de traiter ces demandes à l'effet d'apporter les solutions à travers les outputs. On ne va pas dire que l'État n'a pas compris les desiderata des enseignants. L'État a bel et bien compris et il a promis d'apporter des solutions. Mais sauf qu'au moment où il doit apporter ces solutions-là, il est bloqué. Ce qui montre par voie de conséquence que la boîte noire a un problème. Ça veut dire qu'au niveau de la boîte noire, il y a un problème de fonctionnement. Soit le tenant de cette boîte noire, qui est le président de la République, donne des injonctions qui ne sont pas implémentées par ses lieutenants sur le terrain. Ça, c'est les hypothèses que je suis en train de mettre parce que moi, vous m'avez invité ici en tant que chercheur. J'apporte des stratégies à l'effet de comprendre la problématique que nous vivons. D'accord. La première hypothèse, c'est que peut-être le tenant du pouvoir n'est pas compris par ses lieutenants. Ou encore, le tenant du pouvoir ne contrôle plus véritablement le pouvoir. Sinon, comment expliquer que l'État s'engage à apporter des solutions aux revendications des enseignants, comme on l'a vu dernièrement en février dernièrement. Mais les enseignants se sont résolus en disant qu'en réalité, on attend et on va voir si vraiment ces mesures qui ont été édictées par le gouvernement seront implémentées. Mais 6 mois plus tard, on se rend compte que la situation est de plus en plus morose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille de la rentrée scolaire, les enseignants qui sont des savants, ont plutôt calculé cette période de manière stratégique pour influencer davantage l'État à l'effet d'apporter cette fois-ci de manière définitive une réponse à leurs préoccupations. Justement, vous parlez d'État. Marius, en mars 2022, le gouvernement a élaboré, donc, je le disais tout à l'heure, un chronogramme d'apurement de la dette salariale. Ce dernier prévoit la prise en charge de manière échelonnée durant l'exercice budgétaire en cours. Cette raison compte d'ailleurs parmi celles qui ont poussé le chef de l'État, Paul Biya, à revoir la hausse du budget de l'exercice 2022 dans l'ordonnance du 2 juin dernier. Et à ce moment, lorsque vous sortez avec
avec ce préavis de grève, on pense que vous êtes dans la surenchère. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez ça au niveau du mouvement OTS? On parle de surenchère. Pas vraiment. Nous ne sommes pas là pour faire le chantage à l'État. Et nous ne sommes pas là également pour nous vendre plus cher. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes tout simplement là pour réclamer ce qui nous revient de droit. C'est tout ce que nous réclamons. Et actuellement, depuis que vous avez annoncé ce préavis de grève, est-ce qu'il y a eu un retour? Est-ce que des réunions sont prévues, des concertations avec les membres du gouvernement? Est-ce qu'il y a une réponse à ce courrier, ce mémorandum adressé au Premier ministre, chef du gouvernement? Oui, tout à fait. Comme d'habitude. Il y a une réponse, je ne sais pas si je vais dire favorable. Allez-y, la réponse dit quoi? Favorable. Il y a réunion demain avec Madame le ministre des Enseignements secondaires. D'accord, du côté de Yaoundé. Au côté de Yaoundé. Bon, on attend donc la prise des nouvelles mesures. Si cette fois-ci c'est le Gandora ou c'est le pantalon qu'on va couper, on ne sait pas. Donc, c'est au sortir de cette réunion que nous serions plus fixés. Plus fixés. Alors, parlant de réaction, justement, on a un communiqué de Laurent Serge Etondingwa qui nous arrive à l'instant. Justement, en ce qui concerne ce corps de métier, il est porté à la connaissance des enseignants ayant déposé des dossiers au Minedup sollicitant le paiement du rappel de l'indemnité de logement, des primes de documentation et recherche, de technicité, instituteurs maîtres d'enseignement et évaluation entre 2019 et 2021 de bien vouloir faire parvenir leur contrat de travail ou leur intégration à la direction des ressources humaines sous direction de la solde et des pensions, porte 308. Le communiqué est signé donc du professeur Laurent Serge Etondingwa. Vous comprenez quand même qu'il y a un début. Ça a quand même porté. Il y a déjà des avancées, des mesures qui sont prises pour permettre à ces enseignants-là d'entrer dans leurs droits. Oui, pour saupoudrer. Je pense que le docteur parlait d'une boîte noire. La boîte noire dont il parle, le document stratégique pour la croissance et l'emploi a échoué. Quand on veut faire un développement, on commence par l'éducation. On ne met pas l'éducation à terre, on va faire les grands investissements. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara est un grand économiste. Depuis qu'il est là, il ne fait que pomper le salaire des enseignants. Des fonctionnaires? Des fonctionnaires même. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'ils seront très, très bien contents qu'il va relancer son économie. Ici, le document pour la croissance et l'emploi manque des gens pour animer. Or, il fallait former un autre type de Camerounais pour y aller. La deuxième chose qu'il dit, il ne voit pas, c'est l'extrême nord. Il y a un certain Antonio Yakoué qui pleure. Et quand nous sommes allés analyser, on se rend compte que cette semaine, l'aide du Sahel a sorti une grille. Il démontre que l'extrême nord, le taux de pauvreté à l'extrême nord est de 74,5%. Bon, quand eux, ils pleurent, parce que non seulement les salaires là, on saupoudre, il y a cette pression de la flambée des prix qui arrive. La vie chère. Et la rentrée scolaire. Et l'enseignant de l'extrême nord en a ras-le-bol. Donc il ne s'agit pas de faire ça. Ce qu'il dit là. Préparer vos dossiers, non, pour que les soldes. Bon, je vous donne l'état des dossiers. Il y a le 4 août. Il y a une réunion, les enseignants, les 400 enseignants, vous dites 700, qui sont en situation intermédiaire. Tout le jour, ils ont depuis 2018 près de 5 réunions. Tantôt, on dit, bon, c'est le ministère de l'enseignement, des finances, il doit payer. Tantôt, on dit que c'est le ministère de l'enseignement secondaire. Est-ce que le ministère de l'enseignement secondaire paye les gens depuis quand? J'ai dit le 4 août, ils étaient là. Ils sont allés chez le secrétaire général. Il dit, pardon, vraiment, ces dossiers-là, j'ai signé, j'ai envoyé. La solde, les finances. Donc, tout le jour, il y a réunion. Mais nous, on va aller par à coup. Donc, quand on va faire pression, un d'état revendication va sortir. Nous allons faire pression, un d'état jusqu'au jour où nous allons atteindre 70%. Quand on viendra ici,
la mère, il faudra dire que M. Djongo, faisons le barème. Il y avait 28 points. On calcule avec le poids pondéré. Vous ne voyez pas qu'on a atteint 70%. Attendez un peu. Donc c'est ça qu'on attend. Sinon, Goss est là. Nous ne suivons que Goss. D'accord. Jusqu'à 70%. D'accord. Raoul Le Mopi, on ne peut tout de même pas... C'est vrai qu'on comprend la douleur, on comprend la difficulté de nos seigneurs de la craie, mais il y a quand même que ça bouge. Si on voit un communiqué qui arrive comme ça du professeur Eto Djingwa, il y a la réunion annoncée avec le ministre des Enseignements secondaires demain, toujours pour trouver des solutions pour que le 5 septembre, nos enfants puissent démarrer les classes dans la sérénité. C'est quand même des actions qu'il faudrait encourager et donner maintenant des canevas juste pour qu'il n'y ait plus de promesses, mais des réalisations. Je vais dire quelque chose en peu de mots. Vous savez quand même que c'est depuis 20 ans que les enseignants, n'est-ce pas, écument les plateaux de radio et de télévision pour débattre de ces questions. Est-ce que, n'est-ce pas, le lieu de travail des enseignants, c'est les plateaux de télévision et de radio. Si vous regardez très bien la démarche de l'État, depuis le début de ces questions, ils ont travaillé, n'est-ce pas, à focaliser la chose uniquement sur l'angle digesto-festif, c'est-à-dire alimentaire. Les salaires. Vous lisez encore quelque chose qui renvoie à la nourriture. Que quand vous avez trop bavardé, bon, vous voyez, mais Raoul, parce qu'on a eu... Oui, attends, parce que pour vous relancer, on a eu des enseignants qui sont venus sur ce plateau et déclaré des mouvements OTS, on a faim, on ne peut pas enseigner des enfants quand on a faim. Il y a des enseignants qui sont tombés dans des salles de classe parce que vraiment, ils n'ont pas mangé, ils ont faim. Je viens, j'arrive. Vous voyez, on a fait parler de la nourriture depuis longtemps. D'accord? Et vous lisez un communiqué qui renvoie encore à la nourriture. Ce n'est pas la nourriture, ce sont les dispositions à prendre par les enseignants pour entrer dans leurs droits. C'est la nourriture. Depuis 20 ans, on parle de la nourriture. Il faudrait qu'on arrive à un niveau où on mette de côté, c'est-à-dire que ça ne fasse plus, n'est-ce pas, la centralité de nos préoccupations, qu'on résolve définitivement ces problèmes de la nourriture et qu'on passe à autre chose. Par exemple, les conditions dans lesquelles nous travaillons, et ce de manière pérenne, les contenus d'apprentissage, tout cela. Regardez que depuis longtemps, en 6 mois, lorsque cette affaire a commencé, on avance l'argument, oui, il y a la guerre en Ukraine, oui, il y a les troubles dans le Nozo, au nord, tout ça. Si on demande maintenant à ceux qui avancent cet argument-là, quand tout était bon, pourquoi on ne nous a pas payé? Puisqu'il s'agit de revendications qui datent de 20 ans, 22 ans. Pourquoi quand c'était bon, quand il y avait la nourriture partout, pourquoi on ne nous a pas payé? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on focalise les choses sur les questions alimentaires, on semble réduire l'enseignant à sa simple dimension biologique. Or, ce que nous voulons, au-delà de ce que nous appelons la nourriture sur ce plateau, ce que vous appelez la nourriture, c'est que on arrive à créer les conditions de sécurisation de la profession d'enseignant au Cameroun. Le statut, c'est ça tout le jeu. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser cette profession. Mais le gouvernement vous avait opposé que c'est progressivement que cette situation ou bien le statut d'enseignant au Cameroun sera débattu. Il faut résoudre les problèmes urgents et après, au cours peut-être des états généraux tels que demandés sur l'éducation, que vous soyez en mesure de comprendre cela. Non, il faut qu'on comprenne bien les choses, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas de ça qu'il est question. À qui peut profiter l'île, la sécurisation du métier d'enseignant au Cameroun, si ce n'est pas à la société camerounaise dans sa globalité? Est-ce que les enseignants qui sont porteurs d'une forte dose d'humanisme devraient poursuivre leurs employeurs à l'effet de leur demander à manger? Je crois que on traite les esclaves un peu mieux que cela. Nous disons que quoi? Nous disons que pour ceux qui ont encore un brin de considération, si ce n'est pour le Camerounais, mais pour la personne humaine en général, il faudrait que du très fond de leur cœur, que ces personnes se disent l'avenir de cette nation, quels que soient les domaines considérés, dépendra du type d'information qu'on aura
inculquées ou bien mises dans la tête des enfants. Et les outils classiques et conventionnels connus, chargés de la diffusion de ces informations, c'est l'école. Donc, ce ne sont même pas les enseignants qui devaient venir débattre de ces questions. L'État devrait comprendre jusqu'où se trouve sa responsabilité, surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une élite gouvernante encore clairvoyante. Le docteur a dit quelque chose de fondamental. Lorsqu'il convoque, n'est-ce pas, l'analyse historienne des questions sociales. En vérité, docteur, ce qu'on essaie de comprendre, moi particulièrement, j'ai comme l'impression que la vitesse des demandes sociales, ce que vous avez appelé les inputs, est telle que l'élite à l'intérieur de la black box, parce que frappée d'inertie, de lourdeur, ne peut pas répondre, n'est-ce pas, de ces sollicitations avec la même célérité. Et à partir de ce moment, ouais, il y a toujours les mesures. Certains ont pensé que la décentralisation devait faire le jeu. Parce que justement, avec la décentralisation, il est question, n'est-ce pas, de débarrasser la black box de certaines sollicitations qui peuvent se gérer, oui, n'est-ce pas, de manière locale. C'est ça qu'on appelait la fonction publique locale. Est-ce qu'on se fait comprendre? Vous allez voir. Vous savez que dès le 5, c'est aussi les anciens vacataires. Ils ont introduit leur propre mémorandum. Or, si on avait affaire à une décentralisation réelle, au lieu qu'on parle, n'est-ce pas, de manière impropre d'enseignants vacataires dans un milieu pédagogique comme le nôtre, on peut parler par exemple d'enseignants communaux ou bien régionaux. Peut-être c'est l'État, peut-être c'est la fonction publique locale qui devait prendre, n'est-ce pas, en charge ces genres de citoyens camerounais parce que on ne peut plus, n'est-ce pas, discuter de leur contribution dans le bien-être des enfants aujourd'hui. Les enfants que vous avez dans les lycées et collèges, quand un enfant se place devant lui, le gars ne sait pas savoir. L'enfant ne sait pas s'il est vacataire, fonctionnaire, s'il est bandu. Il est enseignant. Et le rapport de l'enfant à l'enseignant devant lui est chargé à la fois de considération, à la fois de respect d'estime, du fait du caractère nobilaire et sacré de ses charges. D'accord. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que laissons les affaires de la nourriture. Parlons des stratégies de sécurisation de notre profession. Il est quand même dangereux que vous voyez des gens, ils sont dans les salles de classe avec le sentiment qu'ils vont faire 20, 25, 30 heures par semaine. Et donc, la sécurité d'un habitat pour les derniers jours, la retraite, n'est pas garantie parce que l'État leur doit ici 20 millions, ici 15 millions. C'est quel désordre ça? C'est bien, vous faites bien de parler d'argent justement avant de prendre les propositions de solutions. Il y a Armel que le chef de l'État, on le sait, le 7 mars, a ordonné un déblocage de 2,7 milliards de francs CFA pour payer les frais de correction d'examen, puis le versement dès mars du complément de salaire pour ceux qui ne percevaient que les 2 tiers et a promis l'appurement progressif des impayés de tous. Justement, on se souvient de la mort de Amidou. Et jusqu'à aujourd'hui, les mesures restent insatisfaisantes selon le mouvement OTS qui annonce donc de continuer cette grève. Est-ce qu'il est temps, comme on le disait tout à l'heure, d'aller vers une autre approche de solution, parce qu'on avait demandé une manifestation pacifique, qu'aux enseignants rester en classe, donner les cours. Vraiment, c'est l'avenir, penser à ces enfants, c'est leur avenir. On est en train d'amorcer une autre année scolaire. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de discours pour permettre à ces enseignants aussi d'avoir une rentrée paisible et plus calme, puisqu'on est dans la cohésion sociale, dans la paix, dans tous les slogans qu'on utilise à présent? C'est une urgence. C'est même un impératif parce que en réalité, c'est le cœur même de l'État qui est touché parce que l'enseignant représente celui-là qui façonne l'élite qui est de demain, qui est censé même impulser le développement d'un État. Il me revient que l'impact financier de ce problème des enseignants, n'est-ce pas, ici, s'élève à 180 milliards. 180 milliards. Mais vous venez de parler de 2, combien de milliards? 7 milliards. 7 milliards. Ça représente quoi par rapport à 180 milliards?
Vous venez de lire également le communiqué du ministre des enseignements secondaires. Non, de l'éducation de base. Vous voyez que lorsque vous rassemblez tous ces éléments-là, ça conforte mon analyse, où j'étais en train d'indiquer que l'État camerounais ne s'est jamais engagé à résoudre les problèmes de manière définitive. Le problème des enseignants aujourd'hui, pour le résoudre, du moins à 50%, c'est de rendre opérationnel le statut spécial de l'enseignant. Le statut spécial de l'enseignant. Je vous assure, si l'État touche ce problème, si l'État rend opérationnel le statut spécial de l'enseignant, il aura au moins fait 50% de ses revendications. Oui. Parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout réside. Dans la société aujourd'hui, l'opinion commune nourrie par des clichés et des comportements extravagants et abracadabrants n'a pas hésité de considérer l'enseignement aujourd'hui comme une activité superflue, superficielle et même superfétatoire, et l'enseignant comme quelqu'un qui ne sert à rien. C'est cette idée qui est dans les consciences des citoyens aujourd'hui. Du coup, personne n'a plus envie d'être enseignant. Madame Lille, dans nos sociétés, aujourd'hui, que ce soit dans nos débats de quartier, il suffit d'évoquer ou de dire à quelqu'un que tu es enseignant que directement le ridicule va te prendre. Donc, c'est cette disparition de l'image élitiste de l'enseignant que le mouvement OTS aujourd'hui veut restaurer. Et je pense que dans un contexte où on doit valoriser la compétence, on doit valoriser, n'est-ce pas, le mérite, il est urgent, je dis même impératif aujourd'hui, pour que l'État s'engage à résoudre de manière définitive ce problème. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'État du Cameroun qui est en danger. D'accord. On va faire un dernier tour de table avant de quitter le plateau. Je commence par vous, Marius. Il y a réunion demain avec Nalova, Lyonga, justement, pour résoudre une partie de vos problèmes. Quand vous y allez demain à Yaoundé, quelles sont vos propositions immédiates pour qu'on ait une rentrée sereine le 5 septembre prochain? Oui, sur les 28 points, nous avons enregistré 5 qui sont prioritaires et urgentes. Très prioritaires et vraiment urgentes. Nous n'allons pas cesser de le dire. Nous voulons la signature et la mise en application du statut particulier de l'enseignant. Ça, c'est d'un. Oui. De deux, nous voulons le paiement de la dette totale due aux enseignants. Ensuite, nous voulons également le recrutement massif des instituteurs de l'enseignement technique qui sont formés depuis et qui jusqu'aujourd'hui sont toujours en chômage. Par là, je veux par exemple vous dire que lors des dernières revendications, nous avons toujours inscrit ce point. Et nous avons été surpris qu'un recrutement de 100 IET a été lancé pour près de 36 000 IET en chômage. Vous voyez, si on fait le ratio, ça nous donne soit 0,36%. Voilà. Nous n'atteignons même pas 1%. Vous comprenez avec moi que ce sont les insultes. Nous voulons également que l'État nous propose un échéancier concis. Et bien vraiment concis. D'accord, merci. Alors, Maurice, comment faire pour que le 5 septembre prochain, que les cours ne soient pas perturbés, qu'on ne soit pas obligé de mettre des gendarmes et des policiers devant les établissements et écoles primaires pour se rassurer que tout va bien? Pardon, avant qu'on y aille, et quand vous avez parlé de Kalmlia, les enseignants m'ont dit de vous dire que les présidents de jury, les chargés de mission, les compresseurs ne sont pas payés. Quand vous dites qu'on a envoyé 4 milliards à l'office. Alors on a vendu les résultats. Ouais, et ils ont dit, ils viennent de me dire. Bon, on me dit aussi de vous dire qu'Amidou, dont vous parlez là, sa famille n'a pas encore rien touché. Vous comprenez, non? Bon, pour la solution, il a dit ça, c'est à court terme. Mais à long terme,
il y a un projet qui s'appelle PASECA, qui remettait effectivement les établissements aux collectivités. Les collectivités devaient collecter l'argent. C'était lié à ce qu'on appelle l'impôt libératoire pour équiper les établissements. Parce qu'il parle des enseignants les vacataires. Comment veux-tu que vous faites la même tâche avec quelqu'un, il touche 250 000, vous touchez 50 000? Du point de vue social, ça marche pas. Ça marche pas. Et en 6 mois. Et en 6 mois. Alors que PASECA pouvait bien régler tous ces problèmes. D'accord. Donc il faut, et que pour les enseignants, que les enseignants comprennent que quand on a déjà 18 points revendiqués, le problème devient politique. Et quand ça devient politique, il faut qu'on comprenne que les bêtes noires, ce sont les gars de l'ENAM qui sont en finance. D'accord, c'est et tant qu'ils ne pas les faire tomber, ils vont toujours pleurer. C'est compris. Alors Raoul, il est temps de mettre un pied d'accélérateur sur la décentralisation pour résoudre le problème des enseignants dans les régions et éviter qu'on ne soit centralisé à Yaoundé. Effectivement, pour moi, ça c'est une option, n'est-ce pas, géniale pour... enfin, si on a aussi, n'est-ce pas, des travailleurs suffisamment motivés et de bonne foi pour mettre en musique les différentes résolutions qui sont prises au sommet de l'État. Je voudrais, à la suite, n'est-ce pas, de l'IPR, l'inspecteur de pédagogie, dire aussi que les vacataires m'ont demandé de vous dire à moi ou aux téléspectateurs finalement, oui, qui n'ont pas été conviés à la réunion de demain à Yaoundé. Je crois que c'est pas très correct, Madame la Ministre, parce que on sait le travail sérieux que les vacataires, n'est-ce pas, battent dans les lycées. On attendra de voir la réunion de demain pour savoir qui a participé, qui n'a pas participé. Je suis en train maintenant de m'adresser à mon ministre, Madame Nanova Lyonga. Je lui ai dit, Madame la Ministre, je vous prie de revenir, de revoir votre position parce que les vacataires doivent participer à cette réunion. D'abord pour la considération, le travail qu'ils font. Vous savez, dans une ville comme Douala, c'est difficile de voir quelqu'un couvrir. C'est difficile de voir quelqu'un couvrir entre 20h, 22h, 23h par semaine pour un salaire de 50 à 60 000 francs. D'accord. Vous voyez, c'est très compliqué. Je crois au moins que pour la considération et le respect d'une espace personne-là, Madame la ministre doit, c'est bien compris. On doit faire participer les responsables à cette réunion. On espère que le message est passé. Je voudrais donc finir aussi. Vraiment une seule phrase. Une seule phrase qui va se décliner peut-être sur 2 points. Je voudrais aussi demander aux membres du gouvernement de nous dire, parce qu'on a dit que maintenant on veut vivre dans la paix. Oui, allez-y rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Ils doivent aussi nous dire qui sont ceux qui vont gérer notre rentrée scolaire. Est-ce qu'ils vont nous dire d'aller prendre les crédits scolaires ou allons d'attendre tranquillement le paiement de nos droits pour que nous commencions à mener non plus l'existence infra-humaine, mais l'existence digne de ce nom. D'accord, merci. Alors Armel, il faut payer tous les rappels dus aux enseignants pour toutes les promotions, toutes les rubriques confondues pour évacuer cette affaire. Effectivement, en un mot comme en 1000, il faut dire qu'en réalité, ce qu'il faut maintenant comme solution pour sortir définitivement de cette crise-là, c'est la volonté politique. D'accord. Parce que l'État camerounais a tous les moyens pour résoudre ce problème. La conjoncture internationale économique que nous vivons n'est pas une singularité seulement camerounais. Nous voyons comme les autres États ménagent pour pouvoir faire face aux crises. Donc je pense que l'État camerounais aujourd'hui a déjà bien pensé du point de vue des textes, la décentralisation. Si cette décentralisation-là était effective, je vous assure, il y a beaucoup de problèmes qui seraient résolus. La décentralisation doit s'opérationnaliser parce que, comme disait un homme politique, si des États au sortir des indépendances ont eu besoin de la dictature pour se faire, pour se construire, pour se bâtir, aujourd'hui, ils ont indubitablement besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Il y a un message du privé. Oui. Les enseignants du privé, dit de vous dire que les catholiques ont bloqué leur statut. On appelle la loi contractuelle, que c'est chez les catholiques,
C'est arrivé là-bas, ils ne veulent pas libérer. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur cette problématique puisque la rentrée scolaire au Cameroun, c'est le 5 septembre prochain. On a 14 jours pour observer ce qui va se passer du côté de Yaoundé avec cette réunion annoncée au niveau du ministère des Enseignements secondaires. Il y a déjà eu ce communiqué du ministre de l'Éducation de base. On va suivre cette série sur les antennes de Canal 2 International. Marius Toukam, enseignant du mouvement OTS, merci de votre présence. Maurice Ndiongo, expert en APC, merci de votre disponibilité. Raoul Lemopi, Tassé, syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Et le docteur Armel Sango, expert des questions de développement et d'intégration. Merci d'être venu sur Canal International. Demain, vous avez rendez-vous avec une charmante dame du côté de Yaoundé. Il s'agit de Janice Kamga qui viendra avec un autre sujet, d'autres panélistes en direct de la ville capitale du Cameroun. Pour le débrief de l'actualité, je vous reviens jeudi avec une autre thématique, d'autres invités sur la chaîne, toujours plus près de vous. Juste derrière moi, le grand Alain Kanga est là pour le 19h50 qui va s'intéresser également à cette rentrée scolaire qui s'annonce au Cameroun. Merci à Jean, merci à Duclerc, merci à Cyril pour la réalisation de ce programme. Je vous retrouve jeudi prochain. Bonsoir.